Dossier 3, qui est un grand classique de la consultation, qui est une femme de 56 ans qui vient pour une demande d'amaigrissement. Elle a dans ses antécédents une hypertension artérielle traitée, elle est ménopausée sans suivi gynécologique, elle a des douleurs des genoux et des ronflements rapportés par son mari. Première question, calculer l'IMC. Donc l'IMC, l'index de masse corporelle, se calcule avec son poids, donc 100 kg, divisé par sa taille, mais en mètres, donc elle mesure 1,60 m, donc on va mettre 1,6 au carré. Donc 100 kg divisé par 1,6 au carré, ça lui fait un BMI, ou un IMC, pardon, en français, à 39 kg par mètre carré. La question comportait une deuxième partie qui est à quoi correspond cet IMC. En fait, les obésités où l'IMC est divisé en différentes parties. À partir d'un IMC supérieur à 25, on peut parler de surpoids. Entre 25 et 30, il s'agit d'un surpoids. Au-dessus de 30, l'IMC définit une obésité. Entre 30 et 35, on parle d'obésité modérée. Entre 35 et 40, d'obésité sévère. Et un IMC supérieur à 40 signe une obésité morbide. Notre patiente a un IMC à 39, on peut parler d'obésité sévère. Question 2. Que recherche-t-on à l'interrogatoire de Madame V? Alors on va rechercher beaucoup de choses. Plus important, enfin beaucoup de choses importantes. On va rechercher l'histoire de son poids. Depuis combien de temps elle a grossi. Et avec ça, on va avoir différents repères. En général, chez les femmes, on va leur demander avant leur grossesse combien elles pesaient, avant leur mariage combien elles pesaient. Donc il nous faut une histoire de son poids. On recherche un facteur déclenchant à la prise de poids. Donc ça c'est la première chose, histoire du poids. Deuxième chose, des éléments pronostiques. Est-ce qu'elle a déjà entrepris de nombreux régimes? Donc est-ce qu'elle a déjà fait un effet yo-yo? Est-ce qu'elle a déjà perdu, repris du poids? Troisième chose, l'interrogatoire diététique, qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'on arrive comme ça à débrouiller en consultation, savoir si elle fait des erreurs diététiques importantes? En particulier, est-ce qu'elle a des troubles du comportement alimentaire? Est-ce qu'elle a une boulimie? Est-ce qu'elle se fait vomir ou quelque chose comme ça? Ensuite, on doit parler du retentissement de l'obésité. Donc, on doit savoir si elle a de la tension artérielle. Elle nous l'a dit. Est-ce qu'elle a des douleurs thoraciques? On a parlé de gonalgie. Est-ce qu'elle a des douleurs de hanches aussi? Est-ce qu'elle a du mal à respirer à l'effort? Est-ce qu'elle a une insuffisance veineuse? Et puis, effectivement, les signes du syndrome d'apnée du sommeil associés au ronflement rapporté de son mari. Donc ça, c'est pour le retentissement de l'obésité. On doit, à l'interrogatoire encore, rechercher une endocrinopathie sous-jacente. Donc, est-ce qu'il y a d'autres signes évocateurs d'un syndrome de Cushing? Lui demander si elle a des vergetures, si elle a une hyperpilosité. Regardez-vous, on en parlera plutôt dans l'examen clinique, si elle a une érythrose faciale. Est-ce qu'elle a des signes d'hypothyroïdie, une constipation, une frilosité? Est-ce qu'elle a des signes d'une acromégalie avec des sueurs, une augmentation de la taille des doigts par exemple, et de la taille des pieds? Donc pour reprendre notre interrogatoire, on a parlé de l'histoire du poids, donc si possible avec une courbe de poids. Deuxième chose, des éléments pronostiques. Est-ce qu'elle a eu différents régimes? De l'interrogatoire diététique avec en particulier les troubles du comportement alimentaire, du retentissement de l'obésité, de la recherche d'une endocrinopathie sous-jacente. Et enfin, il faudrait aussi ajouter de rechercher d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier à l'interrogatoire, rechercher du tabagisme ou un antécédent de tabagisme. Ensuite, question 3. Quel est le bilan devant une obésité? Que fait-on comme bilan biologique et radiologique? On fait une recherche d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc une recherche de diabète, une glycémie, un bilan lipidique, premièrement. On va rechercher là des cancers qui peuvent être hormonodépendants et favorisés par l'obésité, qui vont être la mammographie. Et si elle a des saignements, une échographie pelvienne à la recherche d'une hyperplasie de l'endomètre. On va rechercher là une polysomnographie à la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil et faire des radios
localisés vers les articulations douloureuses, qui étaient là des douleurs du genou. Donc des douleurs de genou, ça peut être soit des vraies douleurs secondaires au genou, soit des douleurs irradiées de hanche. Donc je propose dans ces cas-là de faire à la fois une radio de bassin et de hanche, droite-gauche, face plus profil, et des radios de genou, droite-gauche, face plus profil. Pour cette question sur le bilan de retentissement de l'obésité, nous avions une question. Le bilan de retentissement de l'obésité est-il systématique ou bien est-il demandé uniquement devant des signes d'appel? En fait, il est un peu double. Il y a une partie qui est systématique, qui est la partie qui peut être totalement asymptomatique. Donc le bilan lipidique, la glycémie est totalement systématique. Le bilan gynécologique chez une femme qui est ménopausée depuis 3 ans et qui doit avoir une mammographie systématique tous les 2 ans, donc est systématique. Donc on a bilan lipidique, glycémie et bilan gynécologique systématique. En revanche, les radios des articulations et la recherche de polysomnographie du sommeil, du sommeil, n'est pas systématique et sur signe d'appel. Question 4. Quelle pathologie endocrinienne va-t-on rechercher devant une obésité? Alors c'est vrai que souvent les patients viennent en consultation espérant trouver une pathologie endocrinienne qui serait responsable de l'obésité puisqu'ils se sentent souvent un peu culpabilisés de leur obésité. 3 pathologies principalement qui peuvent être responsables d'une obésité mais qui sont extrêmement rares. Donc il faut prévenir les patients qu'il y a quand même assez peu de chances qu'on trouve hormonalement véritablement quelque chose. La première, c'est l'hypothyroïdie, mais il faut une hypothyroïdie féroce pour qu'elle soit responsable d'une obésité, mais effectivement, ça peut être une cause de prise de poids. La deuxième, c'est le syndrome de Cushing, donc l'hypersécrétion de cortisol, qui peut être aussi responsable d'une prise de poids. Et la troisième pathologie endocrinienne, c'est l'acromégalie, donc l'hypersécrétion d'hormones de croissance, qui est manifestement responsable d'une prise de poids. Donc 3 pathologies endocriniennes à évoquer, que sont l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing et l'acromégalie. En fait, aucune d'entre elles ne mérite vraiment un diagnostic, un dépistage systématique devant une obésité, mais comme les signes cliniques d'hypothyroïdie peuvent être un peu frustres, on conseille de faire un dosage de TSH de façon systématique chez la femme obèse. Donc un dosage de TSH pour éliminer une hypothyroïdie. En revanche, en ce qui concerne le syndrome de Cushing ou l'acromégalie, il nous faut d'autres signes d'appel pour rechercher un syndrome de Cushing, que vont être l'érythrose faciale, les vergetures, l'amyotrophie des cuisses, ou pour l'acromégalie, les sueurs, le changement des bagues, l'augmentation de taille des doigts, pour rechercher une acromégalie, mais ni pour le syndrome de Cushing, ni pour l'acromégalie, nous faisons des dosages systématiques. Question 5. On retrouve une glycémie à 1,70 g. Quel diagnostic suspecte-t-on et comment le confirmer? Alors, le diagnostic à suspecter avec 1,70 g de glycémie, c'est le diagnostic de diabète. Le diagnostic de diabète, comment se fait-il? C'est 2 glycémies à jeun supérieures à 1,26 g qui font le diagnostic de diabète. Donc, une glycémie à 1,70 g, on suspecte le diabète. Et pour le confirmer, il nous faut une deuxième glycémie supérieure à 1,26 g. Si on a une glycémie supérieure à 2 g, à n'importe quel moment de la journée, le diagnostic de diabète est fait. Donc, pour répondre à cette question, on suspecte un diagnostic de diabète, mais on veut le confirmer par une deuxième glycémie à jeun. Peut-on dire diabète de type 2 ou pas? Oui, tout à fait. On peut parler de diabète de type 2 probable, en tous les cas, dans la mesure où on a une patiente de plus de 50 ans et qui a un surpoids, donc qui correspond aux différents signes de diabète de type 2, sans atypie du tout. Donc on peut dès à présent parler de diabète de type 2. Question d'après, le diagnostic est confirmé, comment on complète le bilan? Donc on complète le bilan du diabète, de découverte de diabète de type 2 avec des recherches de complications de ce diabète. Ce qu'on dit, c'est qu'un diagnostic de diabète de type 2 se fait souvent avec retard, donc alors que le diabète de type 2 évolue depuis un certain temps. Donc il est impératif, dès la découverte du diabète de type 2, de rechercher des complications.
on recherche les complications micro-angiopathiques d'une part, donc un fond d'œil systématique de façon annuelle, la recherche de néphropathie diabétique qui va se faire avec un dosage de créatinine, une recherche de protéinurie à la bandelette, si elle est positive, protéinurie des 24 heures, si elle est négative, microalbuminurie des 24 heures. Neurologiquement, la neuropathie périphérique se diagnostique uniquement cliniquement, il n'y a pas de EMG systématique. Ensuite, pour la macroangiopathie, un dynamap pour vérifier sa tension artérielle et son équilibre, un ECG systématique et il y a des conférences de consensus quant à l'utilisation des épreuves d'effort que je peux vous mettre en annexe, qui sont entre les cardiologues et les diabétologues et qui proposent chez les patients diabétiques à haut risque vasculaire, à partir d'un certain âge, de leur faire une épreuve d'effort systématique, qui peut être soit une écho de butamine, soit un ECG d'effort. Enfin, on va faire un Doppler des troncs supraortiques si jamais il y a des signes d'appel ou le patient est à haut risque vasculaire, et un Doppler des membres inférieurs s'il manque un pouls ou si elle a une plaie, mais pas de façon systématique. On va aussi, dans ce bilan d'entrée dans le diabète de type 2, réaliser une hémoglobine glyquée, ce qui peut nous donner une idée du déséquilibre et de l'importance de son déséquilibre du diabète. J'ai également demandé un bilan étiologique. J'ai lu que toute découverte d'un diabète après 50 ans doit avoir un dépistage de l'hémochromatose et un scanner abdominal. Est-ce faux? Oui, c'est faux. En fait, c'est plutôt l'inverse. Tu es en train de confondre un petit peu les choses. Au contraire. Alors, en ce qui concerne l'hémochromatose, ça n'a jamais été démontré ni recommandé de dépister l'hémochromatose chez tous nos patients diabétiques. Donc, pas de dépistage systématique de l'hémochromatose. Et pour l'hémochromatose et le scanner abdominal, ce qu'on recommande au contraire, c'est devant une atypie, c'est-à-dire un diabète avant 45 ans, un diabète de type 2 avant 45 ans, un diabète de type 2 chez un patient qui n'est pas gros, par exemple, avec un IMC inférieur à 25 ou même inférieur à 25, on va dire inférieur à 25. S'il y a quelque chose, un signe d'accroche qui vous fait dire tiens c'est marrant, c'est pas un diabète de type 2 typique, il manque quelque chose, là on va plus loin et on va faire un scanner abdominal à la recherche d'un cancer du pancréas ou à la recherche de signes de pancréatite par exemple. Mais devant le diabète de type 2 lambda, une personne obèse dont on fait le diagnostic de diabète de type 2, pas de diagnostic étiologique nécessaire. Alors, question suivante. Question 7. Un bilan, question 6 normale, donc absence de complications du diabète. Quelle est ma prise en charge en première intention? En l'absence de complications, l'objectif est le même, hein, l'objectif de la prise en charge de cette patiente va être d'avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5%. Je vous recommande de relire les recommandations de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, sur la prise en charge du diabète, qui sont remises à jour régulièrement et qui ont un tableau extrêmement clair sur la prise en charge du diabète de type 2. La première étape dans le diabète de type 2, en l'absence de complications, c'est le régime hygiéno-diététique. Donc il faut mettre cette patiente au régime, il faut essayer de lui faire perdre du poids. C'est pas gagné, mais il faut tenter ça. C'est pas gagné parce que une fois que la prise de poids est faite, c'est très difficile de refaire partir en arrière. Et donc, pour ça, il faut se fixer un objectif qui n'est pas irréaliste. Il faut se fixer un objectif d'une diminution de la perte de poids aux alentours de 10%. Elle pèse 100 kg. Si vous lui faites perdre 10 kg, c'est déjà incroyable. Donc, essayer de lui faire perdre de 10 kg, c'est déjà très très bien. Et de maintenir cette perte de poids. Cette perte de poids qui est malgré tout un peu minime, peut lui permettre nettement d'améliorer son équilibre glycémique. Comment on va essayer de lui faire perdre de poids? En quoi consiste ce régime? Alors, c'est toujours un régime équilibré, ça c'est toujours la même chose quand on fait de la diététique, équilibré. Alors, on dit toujours GLP, c'est 50% de glucides, 30% de lipides, 20% de protéines, ce qui ne correspond pas à grand chose en pratique, mais c'est ça qu'on propose. Donc, équilibré. Hypocalorique, donc de diminuer ses calories entre 1200 et 2000 en fonction de son alimentation avant votre consultation, de privilégier les fruits et légumes, d'éviter les graisses saturées, donc de préférer plutôt les graisses polyinsaturées ou monoinsaturées,
Et ce qui est important à retenir, c'est que même si elle est diabétique, l'objectif c'est de lui faire perdre du poids et de la graisse et pas de lui faire manger moins de sucre. Alors, c'est vrai que souvent les gâteaux, ils sont gras et sucrés. Mais c'est plus important qu'elle perde du poids parce que c'est sa graisse qui empêche l'insuline de fonctionner et qui entraîne l'insulinorésistance que finalement lui faire diminuer juste le sucre de son café. Donc, régime hypocalorique qu'on va mettre normoglucidique au départ, auquel on rajoute l'exercice physique. Donc, effectivement, la faire bouger. Le classique, c'est 30 minutes 2 à 3 fois par semaine d'exercice physique avec une suée, donc quand même un vrai exercice physique, de rajouter une psychothérapie de soutien et une surveillance de tout ça. Et on ira vers les traitements médicamenteux en cas d'échec de ces mesures hygiéno-diététiques. Voilà pour ce dossier 3, prise en charge de l'obésité et du diabète de type 2.